Bonsoir ou bonjour, où que vous soyez. C'est le deuxième jour de l'enquête du grand jury. Il s'agit d'une procédure modèle qui Bonsoir ou bonjour, où que vous soyez. C'est le deuxième jour de l'enquête du grand jury. Il s'agit d'une procédure modèle qui va examiner de très près l'ensemble de la pandémie du coronavirus. Comment elle a commencé, les détails des tests PCR. Mais nous allons commencer aujourd'hui par un examen plus approfondi du contexte historique et géopolitique. Commençons donc par notre premier expert. Et c'est Matthew. Non, ce n'est pas Matthew. C'est Alex. Alex Thompson. Alex, s'il vous plaît. Présentez-vous et ensuite nous allons passer directement in medias res, comme le disent les latinistes. Votre micro est éteint. Merci beaucoup, Rainer. Je suis Alex Thompson. Pendant 8 ans, j'ai fait partie de l'agence britannique de renseignement GCHQ, l'agence partenaire de la NSA. Ensuite, j'ai été officier responsable pour l'ancienne Union soviétique et un transcripteur en plusieurs langues, y compris le russe et l'allemand, de matériel intercepté. Dans la seconde moitié de cette période, j'ai également été membre de l'équipe interdisciplinaire du GCHQ pour les menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, la CBRN. En cette qualité, j'ai appris à connaître la façon dont les services de renseignement et l'establishment militaire anglo-américain considèrent leur état de domination en toute connaissance de cause, pour tout ce qui peut affecter la santé à grande échelle et le potentiel de militarisation de ces agents. Mais vous m'avez demandé de faire un résumé d'environ 20 minutes de la situation géopolitique telle qu'elle se présentait dans le monde au cours de la période charnière qui a précédé l'après-Seconde Guerre mondiale. Car la majeure partie des témoignages de ce soir et des sessions suivantes du grand jury se concentreront sur le monde d'après 1945. Et c'est à cette époque que de nombreux plans pour unifier les gouvernements mondiaux ont commencé à se mettre en place en théorie, dont les questions de santé qui vous préoccupent. Et je soutiens que la puissance dominante dans le monde, à savoir la City de Londres, le cœur financier de l'Empire britannique, s'est préparé à cette situation à partir de 1870 environ. Et dans le monde moderne, la monopolisation, la cartélisation du monde commence en théorie à cette époque. Tout ce que nous faisons, et par nous, j'entends la chaîne UK Column News, car je suis également rejoint ce soir par Brian Gerrish, le co-rédacteur en chef qui témoignera plus tard. Toutes nos enquêtes sur la corruption émanent des monopoles de la couronne britannique et de l'argent de la City de Londres qui semble remonter à cette époque autour de 1870, au cours de laquelle, en résumé, plusieurs révolutions ont été menées par l'élite britannique et toutes visaient à contenir la productivité et à empêcher la croissance de l'intelligence, de la propriété intellectuelle parmi les peuples autochtones de l'Empire britannique et des nations concurrentes. Il y a donc eu une révolution dans ce que vous pourriez appeler l'espace mental, qui depuis 2010 est un terme explicitement utilisé par le département central du gouvernement britannique, le Cabinet Office. Une révolution dans la qualité de l'éducation offerte aux écoliers britanniques et plus tard aux autres écoliers occidentaux. Une révolution dans le vol de la propriété intellectuelle par les élites. Une révolution dans le modèle des soins de santé et de leur libre accès. Et chez nous, une révolution constitutionnelle, du modèle classique de démocratie libérale britannique, dont je sais qu'il a été explicitement copié sur la Grande-Bretagne par le continent européen et ses écoles de droit, à un modèle qui contrôle rigoureusement ce qui se passe au Parlement et dans les agences dirigées par les gouvernements utilisant le système des instructions de vote des partis.
Tout cela s'est produit, comme je l'ai dit, autour de 1870 et chez nous, en Grande-Bretagne, cela a été en grande partie achevé par l'année charnière entre 1947 et 1948, lorsque la Grande-Bretagne avait un service national de santé unique, autre que le Canada, qu'elle ouvrait la voie à l'unification militaire du continent européen et de l'ensemble de l'OTAN et que, de bien d'autres façons, y compris à travers la planification du droit et de la citoyenneté, elle menait le monde en réinventant la façon dont elle gérait sa population. Le nœud central ici est la ville de Londres, c'est-à-dire la City, au cœur même de ce qu'on appelle aujourd'hui la Grande Londres. Ce point est important parce que la City de Londres et l'Église d'Angleterre sont les seules institutions qui ont survécu à toutes les révolutions constitutionnelles dans les îles britanniques, en gardant leurs privilèges et leur immense richesse intactes. La City de Londres se distingue des autres mégalopoles mondiales en ce qu'elle a choisi de rester géographiquement petite, alors que les zones urbaines qui l'entourent se développaient. La City de Londres a toujours un statut juridique distinct des 32 autres arrondissements londoniens et ne fait pas vraiment partie du Grand Londres en tant que tel, ses privilèges ayant été consacrés dès la Magna Carta de 1215. Son gouvernement autonome n'a jamais été remis en question. À plusieurs reprises au cours de son histoire, elle a exercé un pouvoir sur la couronne britannique et donc sur une grande partie de la planète pendant l'Empire britannique, notamment pendant la guerre civile du milieu du XVIIe siècle, lorsque la City de Londres est restée une puissance financière rivale de la couronne et a même, d'une certaine manière, aboli cette dernière pendant plus d'une décennie. Et après la restauration des couronnes et finalement la Révolution anglaise, 6 ans après seulement, avec l'arrivée du roi hollandais Guillaume III sur le trône de Grande-Bretagne, la Banque d'Angleterre a été créée en 1694 avec une injection de 12,5 millions de livres sterling de liquidités dans la couronne par ses actionnaires privés, dont on nous dit avec certitude qu'elle forme la base de toutes les dettes engendrées depuis lors jusqu'à ce jour. Et les descendants actuels de ces actionnaires et autres personnes ayant droit à des parts de la Banque d'Angleterre sont tenus secrets. La City de Londres exerce également un pouvoir et un contrôle sur ce qu'on appelle la mère des parlements, le Parlement de Westminster, notamment sous la forme d'un fonctionnaire de la City de Londres, connu sous le nom de Remembrancer, qui siège à la Chambre des communes où même le monarque n'est pas autorisé à entrer et qui enregistre les propos tenus au sujet des intérêts financiers. Il est trop compliqué de donner une définition de la couronne selon le modèle britannique, mais ce qui est important, c'est que le Cabinet Office, un département qui a été créé au début du XXe siècle, est le dépositaire effectif des prérogatives de la couronne. Ainsi, lorsque des personnes extérieures au Royaume-Uni pensent à la couronne, elles pensent souvent de manière excessive à l'ancienne situation où le monarque prêtait serment lors de son couronnement et était responsable devant le peuple. Dans la pratique, à partir de 1870 environ, la révolution constitutionnelle a fait en sorte que les financiers qui contrôlent les partis politiques tirent en fait les leviers des prérogatives de la couronne. Dans les coulisses, le modèle du gouvernement que la Grande-Bretagne possède encore et qu'elle a exporté dans le Commonwealth et dans le monde entier est celui d'un sanctuaire intérieur. Le conseil privé qui gouverne en fait au nom de la couronne, et ce n'est qu'en apparence. Comme l'ont admis les principaux auteurs constitutionnels depuis les années 1870, c'est seulement pour le spectacle que le Parlement et les ministères sont consultés, comme s'il existait une séparation entre le pouvoir législatif, exécutif et le pouvoir judiciaire au niveau du conseil privé. Or, ce n'est pas le cas. Durant cette période dont nous parlons, l'éminent constitutionnaliste anglais Walter Bashaw l'a admis au XVIIe siècle dans la 2e édition de son livre, La Constitution anglaise, écrit en 1873, juste au moment où les instructions de vote des partis modernes ainsi que le think tank se mettaient en place pour établir la volonté du monopoleur de la City de Londres. Walter Bashaw a écrit dans un paragraphe qu'il y avait une distinction entre, je cite, les parties prestigieuses du gouvernement, c'est-à-dire la partie qui sont là pour le spectacle, et plus personnellement la couronne et, je cite, les parties efficaces dans le sens des parties fonctionnelles de la machine. Et il admet que les parties attrayantes ont un but, mais servent seulement à attirer la force du soutien national vers les partis qui travaillent vraiment dans les coulisses. Maintenant, pour simplifier au maximum, je pense qu'il est important de souligner que l'universitaire en histoire de l'université de Georgetown, Carroll Quigley, ça s'appelle C-A-R-R-O-L-L Quigley, était le tuteur de Bill Clinton, entre autres.
et a écrit très franchement dans son livre Tragédie et espoir, l'histoire du monde à cette époque, qu'il y a eu 4 révolutions industrielles. Oui, ce langage familier venant du Forum économique mondial a déjà été utilisé dans les années 1960 par Quigley, et nous ne comprendrons pas cela à moins de voir que le point de vue adopté ici est celui de qui possède la population. D'abord en Grande-Bretagne et ensuite dans l'Empire britannique. Lors de la première révolution, la propriété de la terre et des moyens agricoles fournit la richesse. Puis il y a eu une révolution industrielle mécanique, une deuxième révolution. Puis une autre au cours de laquelle le capital financier domine le monde. Et c'est à partir de cette période, vers 1870, que la réserve d'argent de la City de Londres se rend compte que même cette bulle va éclater. Et que la meilleure façon de dominer le monde à l'avenir sera de posséder les esprits, la productivité et les pensées de ceux qui sont dans le modèle pour empêcher de s'enfuir et devenir plus productifs que leurs patrons. Ainsi, l'ère moderne de la capitalisation, à la fois dans l'industrie et la géopolitique, a commencé autour des années 1870. En l'espace de quelques années à peine, le monde est passé d'une situation dans laquelle la City de Londres et l'Empire britannique n'avaient aucune concurrence sérieuse, à un monde dans lequel plusieurs économies industrialisées ont été capables de concurrencer la Grande-Bretagne. L'Empire britannique et son centre financier, la City de Londres, s'étaient massivement étendus en Asie au cours de la génération précédente, notamment avec les guerres afghanes et les guerres de l'opium dans les années 1840. Les guerres de Crimée et la mutinerie indienne dans les années 1850. L'une des banques les plus puissantes de la City de Londres, la HSBC, date en fait de l'époque du commerce de l'opium chinois. La criminalité imprègne donc les banques de la City de Londres dès le départ. En Europe, l'ordre post-napoléonien imposé par la Grande-Bretagne lors du congrès de Vienne de 1815 a commencé à s'effriter avec la réussite et l'échec des révolutions socialistes de 1848. La Russie et l'Autriche-Hongrie ainsi que les pays d'Europe de l'Est disposaient des armées terrestres les plus puissantes de l'époque. Et ce sont eux qui ont sauvegardé l'Europe en restaurant les têtes couronnées. Par conséquent, l'obsession de la politique étrangère britannique depuis le milieu du XIXe siècle, et c'est quelque chose que j'ai vu lorsque j'ai assisté aux réunions de Chatham House, le groupe de réflexion géopolitique suprême du monde à bien des égards, qui dit au ministère des Affaires étrangères ce qu'il doit faire. L'obsession de la politique étrangère britannique à partir du milieu du XIXe siècle était une nouvelle stratégie, à savoir s'allier avec les grands rivaux du passé, la France et jusqu'à l'Empire ottoman, contre les alliés historiques de la Grande-Bretagne en Europe du Nord et en Europe centrale, afin d'empêcher toute future alliance russo-allemande qui pourrait devenir le bloc dominant du monde. Une seconde stratégie consistait à empêcher la montée fulgurante de la productivité intellectuelle américaine et la démocratisation de l'invention, et à essayer de capturer cela. Dès 1812, les troupes britanniques envahissant Washington DC ont notamment épargné l'Office des brevets, parce qu'elles savaient qu'en le brûlant, elles se tireraient une balle dans le pied et ne pourraient plus dominer les inventions américaines après la Révolution américaine. Vers les années 1860, sous l'impulsion de Bismarck, Garibaldi et du tsar Nicolas Ier, les 3 plus grandes nations européennes, qui n'étaient auparavant grandes qu'en termes de culture, sont soudain devenues des États politiquement unifiés et économiquement modernes. Avec le débat de la Grande et la Petite Allemagne, des signes sérieux indiquaient que l'Allemagne pourrait s'allier à l'Autriche pour former un seul État germanophone. Et il était évident pour l'élite britannique qu'en l'espace d'une génération ou deux, ces 3 pays, l'Allemagne, l'Italie et la Russie, deviendraient de grandes puissances, à peu près au même niveau que la Grande-Bretagne et la France. Les États-Unis sont sortis de la guerre civile en 1865 et ont entamé une ascension fulgurante vers la suprématie industrielle. L'élite britannique a correctement prévu que vers 1900, ces 4 nouvelles puissances commenceraient à avoir des forces navales aussi fortes que celles de la France ou de la Grande-Bretagne, et a prévu que les armées terrestres de ces puissances européennes seraient beaucoup plus fortes que celles de la Grande-Bretagne, de sorte que seule une alliance franco-britannique au nom des droits de l'homme et de la diffusion de la démocratie libérale, auparavant impensable, aurait pu tenir ces puissances en échec. En 1880, ce que l'on appelle la ruée vers l'Afrique battait son plein, ce qui a permis à même des nations européennes mineures sur le plan territorial, comme la Belgique et le Portugal, d'acquérir des ressources substantielles grâce à la colonisation de l'intérieur de l'Afrique et de devenir de sérieux rivaux pour l'industrie et le commerce britannique. Cela a mis la Cité de Londres dans de sérieux embarras, car par exemple le Portugal était le plus ancien allié de la Grande-Bretagne et la Belgique était un État qui devait son existence même à la négociation britannique de 1815.
Des historiens ont avancé de sérieux arguments indiquant que la vague d'assistanat de l'ère édouardienne, notamment l'assistanat de la famille royale portugaise en 1908 et celui de l'archiduc François Ferdinand en 1914, a été fomenté avec la connivence secrète de la City de Londres. Un pays asiatique est également devenu une grande puissance industrielle et militaire à la fin du XIXe siècle, le Japon, et à la grande surprise du monde entier, il a battu la Russie en 1905, donnant ainsi à de nombreuses populations coloniales d'Afrique et d'Asie l'idée qu'il n'y a aucune raison pour qu'elles ne puissent pas, elles aussi, s'affirmer face à la domination européenne, comme l'avaient déjà fait les républiques d'Amérique latine contre l'Espagne. L'année suivante, 1906, fut celle de la course navale, de la crise du Dreadnought, qui a peut-être inévitablement déclenché le compte à rebours vers la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, car l'élite britannique et l'élite allemande étaient désormais déterminées à obtenir la Weltherrschaft, ou domination mondiale. Les deux pays se méfiaient à juste titre des motivations de l'autre. Ils étaient tous deux techniquement capables de dominer le monde, tant sur le plan industriel que dans l'espace mental, et disposaient tous deux, pour la première fois, de puissants blocs alliés. En résumé, le changement provoqué par la crise existentielle du milieu à la fin du XIXe siècle a été le modèle commercial de la City de Londres tel que décrit par Quigley, les vagues successives du monopole. Ce modèle en est venu à souligner l'importance de contrôler non seulement la force militaire ou les ressources matérielles, mais l'esprit des personnes désormais connues sous le nom de ressources humaines dans l'Empire britannique et au-delà. Et c'est pourquoi la science-fiction commence à parler de la propriété du patrimoine génétique de l'homme à partir de cette époque, afin que la City de Londres puisse vendre des biens et de plus en plus de services au reste du monde, qui ne pourrait jamais rattraper son retard dans l'espace mental. Le UK Column, les chercheurs et les commentateurs alliés constatent régulièrement que la City de Londres et les très riches institutions de pouvoir d'influence de la Grande-Bretagne, celles que Tony Blair, ce mois-ci encore, nous a dit que nous devions continuer à bien utiliser, comme le British Council, la BBC, les universités britanniques et l'Église d'Angleterre, que ces institutions continuent de considérer cette bataille pour l'esprit comme leur priorité absolue dans la domination du monde, et qu'elles considèrent la santé comme un sous-secteur de cette bataille. Nous sommes également pleinement convaincus, grâce à des découvertes répétées, que l'élite britannique se considère, à juste titre, comme la première puissance mondiale dans l'espace mental. En d'autres termes, la City de Londres fait faire aux autres nations le sale boulot pour elle. Et elle le fait surtout en réussissant le tour de force de faire en sorte que sa propre population, la Grande-Bretagne, le Commonwealth et les élites des nations adhèrent à sa perspective et à son récit, plutôt qu'à leur propre perspective et récit. C'est la vision que j'ai reçue lors de mon éducation d'élite britannique. Et c'est la vision que les agences de renseignement britanniques ont reçue pendant les deux guerres mondiales et la guerre froide. Ce n'est pas une stratégie officielle qui est enseignée dans les internats, les universités, les agences de renseignement ou lors de la formation des agents. Mais c'est en grande partie le credo des soi-disant lignées de familles d'élite qui dirigent la City de Londres. Et c'est le procedus operandi des fondations anglo-américaines exonérées d'impôts, et des groupes de réflexion tels que Chatham House, une bulle qui a imposé les agendas de ces lignées aux gouvernements occidentaux. Une figure clé de l'année 1870 est celle de John Ruskin. Apparemment inoffensif car il était le premier professeur d'art à Oxford, mais il a apporté la doctrine selon laquelle l'élite britannique se devait d'exporter sa propre vision du monde au reste de la planète en termes très généraux. Et parmi les principaux étudiants qui l'influença, il y avait Cecil Rhodes, qui bien sûr est devenu fabuleusement riche en Afrique australe. Cecil Rhodes, et tout ceci est documenté par de très nombreux historiens, a écrit des journaux secrets et formé des sociétés secrètes en 1891. Après 16 ans de planification, sa principale société secrète a été fondée. Les bourses Rhodes font partie de cette société. Les membres d'Oxford du réseau de Rhodes étaient des gens comme Lord Tony et Lord Milner, des géostratégistes bien connus. À Cambridge, il y avait le futur ministre des Affaires étrangères Lord Grey et Lord Isha. À Londres, il y avait le journaliste de premier plan à l'époque, W.T. Stead, ainsi que des initiés et des membres du comité exécutif de Cecil Rhodes, parmi lesquels les hommes susmentionnés plus Lord Rothschild. Après la mort de Rhodes en 1902, d'autres lignées anglaises du premier plan, qui ont à plusieurs reprises entaché l'histoire de la City de Londres, comme les Astor, sont entrés dans ce cercle. Le cercle extérieur visant à réaliser la volonté de Cecil Rhodes, cette vision apparemment bénigne de la Grande-Bretagne forçant le monde à accepter sa démocratie libérale et à accepter cette façon de voir le monde.
Le cercle extérieur est devenu connu sous le nom de groupe de la table ronde, qui sont toujours actifs aux États-Unis et dans 7 autres pays et ont été mis en place en 1909. Ce groupe considérait le succès de la Fédération canadienne de 1867 comme sa principale étude de cas. Vous en entendrez parler plus tard par Matthew Harrett. Le Canada a été effectivement unifié politiquement et plus tard, les autres colonies blanches, les territoires blancs, afin d'éviter la propagation de points de vue différents et de démocraties anglophones différentes dans le monde. Ils devaient tous être rattachés au contrôle de la City de Londres. Ceci est également très contemporain, car parmi les nombreux boursiers de Rhodes qui dominent la politique mondiale et poussent le monde vers la globalisation, on trouve Bill Clinton, déjà mentionné, et au Forum économique mondial, la professeure néo-zélandaise Nairi Woods, qui s'est fait connaître cette année pour avoir déclaré au Forum économique mondial que l'élite pouvait faire de grandes choses si elle s'unissait et si les gens du monde acceptaient simplement qu'elle était à leur tête. Rhodes a écrit dans l'un de ses journaux secrets, je cite, « Pourquoi ne devrions-nous pas former de sociétés secrètes avec un objectif, c'est-à-dire un seul objectif, la promotion de l'Empire britannique et la mise sous tutelle britannique de l'ensemble du monde non civilisé pour le rétablissement, à savoir le rétablissement de la Grande-Bretagne, des États-Unis, et pour faire de la race anglo-saxonne un seul et unique empire. » Il a également écrit « Formons le même genre de société, une église pour l'extension de l'Empire britannique. » On parle ici d'espace mental. Rhodes continue « Une société qui devrait disposer de ses membres dans chaque partie de l'Empire britannique, œuvrant pour un objectif et une idée. Nous devrions placer ces membres dans nos universités et nos écoles, et nous devrions regarder la jeunesse anglaise passer entre leurs mains. Un seul peut-être sur 1000 aurait l'esprit et les sentiments adaptés à un tel objectif. C'est à cela que servent les bourses Rhodes. Ils devraient être jugés de toutes les manières, ils devraient être testés pour savoir s'il est endurant, doté d'éloquence, indifférent aux détails insignifiants de la vie, et s'il s'avère qu'il en est ainsi, en d'autres termes c'est un test psychologique, alors il devait être élu et prêter serment ou jurer de garder le secret pour servir durant le reste de sa vie son pays. Il devrait ensuite être soutenu, s'il n'en a pas les moyens, par la société et envoyé dans la partie de l'Empire qui juge sa présence utile. Et dans cette version, bien sûr, les États-Unis font partie de l'Empire. Dans un autre de ses testaments, Rhodes décrit en plus en détail son intention. Je cite, « Pour l'établissement, la promotion et le développement d'une société secrète, le véritable but et objet de cette société sera l'extension de la domination britannique à travers le monde. La colonisation par des sujets britanniques de toutes les terres où les moyens de subsistance sont accessibles par l'énergie, le travail et l'entreprise, et en particulier l'occupation par des colons britanniques de tout le continent africain, de la Terre Sainte, de la vallée d'Euphrate, à savoir l'Irak moderne, des îles de Chypre et les îles de Candie, à savoir la Crète, de l'ensemble de l'Amérique du Sud, des îles du Pacifique n'étant pas jusqu'ici détenues par la Grande-Bretagne, de l'ensemble de l'archipel malais, de ce longeant la Chine et le Japon, à savoir au large de la Chine et du Japon, et le rétablissement final des États-Unis d'Amérique comme partie intégrante de l'Empire britannique. Cette vision n'est pas l'apanage d'un Anglais particulièrement riche, mais elle s'est imposée aux États-Unis dans ce que l'on appelle l'establishment de l'Est, la côte orientale, au moment où les États-Unis devenaient la puissance dominante du monde. Le témoignage clé à ce sujet est celui de Norman Dodd, D.O.D.D., donné peu avant sa mort en 1982 à J. Edward Griffin, que l'on trouve facilement en ligne en tapant Norman Dodd et Fondation exonérée d'impôts. Dodd était le principal collaborateur de Rees, le membre du Congrès de l'Est du Tennessee ou EECE, qui, dans les années 1950, a mené une enquête au nom du Congrès sur l'effet de ces fondations exonérées d'impôts aux États-Unis, lesquelles ont adopté la vision de la City de Londres et de Cecil Rhodes afin de dominer la richesse. Maintenant, je vais lire ce que Dodd a dit dans cette interview. Il indique avoir embauché une avocate sceptique à Washington. C'était dans les années 1950, et il l'a envoyée à la bibliothèque de la Fondation Carnegie, l'une des principales fondations exonérées d'impôts, à laquelle elle a eu accès avec une ceinture de dictaphone, la technologie de l'époque pour enregistrer efficacement ce qu'elle lisait, afin de scanner la bibliothèque et de voir ce qui se disait à partir des années 1906 dont j'ai parlé plus tôt.
Et cette femme initialement sceptique, je cite, indifférente aux objectifs du comité des risques, a découvert cela, ce qui l'a horrifiée. Elle a dicté dans sa ceinture, selon Dodd, nous sommes maintenant en 1908, l'année où la Fondation Carnegie a commencé ses opérations, et cette année-là, lit-elle, tandis qu'elle se trouve dans la bibliothèque de la Fondation Carnegie, la réunion des fiduciaires a pour la première fois soulevé une question précise dont ils ont discuté pendant tout le reste de l'année d'une manière très savante. Et la question est la suivante. Existe-t-il un moyen connu plus efficace que la guerre en supposant que vous souhaitiez modifier la vie d'un peuple entier? Et il conclut que non. Aucun moyen plus efficace que la guerre, à cette fin, n'est connu de l'humanité. La Fondation Carnegie a soulevé la deuxième question et en a discuté, à savoir, comment impliquer les États-Unis dans une guerre? Carnegie Foundation raised the second question and discussed it, namely, how do we involve the United States in a war? Je pourrais continuer sur cette lancée, mais je n'ai pas le temps. Mais je pense que cela suffit en soi à donner les grandes lignes aux gens. Il ne suffit pas d'être de loin la plus grande puissance militaire et économique au monde, comme l'ont été les États-Unis avant et après la Première Guerre mondiale.